Bonjour à tous aux sources de l'histoire. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale et un hors-série que je vais dédier à Kaamelott. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les références historiques d'Astier pour faire Kaamelott, qu'elles soient d'ailleurs historiques ou fantasmées ou autres. Alors c'est pour ça que j'irai éclaircir juste quelques petits points qui m'ont titillé en revoyant encore et encore la série de Kaamelott. Wow, comment ça pète ça? Pourquoi en extérieur? La forêt au Moyen-Âge, c'est omniprésent. À la fois c'est hostile, à la fois c'est un refuge pour les paysans, mais c'est aussi un endroit où on fait la chasse, où les hommes qui se battent s'entraînent. Donc, quelques références historiques, on ira voir du côté du XIIe siècle. La source la plus importante, c'est Chrétien de Troyes, pour la légende arthurienne. C'est une source qui a été écrite au XIIe siècle, après l'événement quasi mythique et historique dans lequel se place Alexandre Astier au Ve siècle. Donc c'est un Romain qui est forcé par les dieux celtes de conquérir le symbole fantasmé chrétien qui est le Graal. Un récipient. On va aller aussi articuler toute cette histoire à travers les trois ordres de la société médiévale, c'est-à-dire les bellatores, ceux qui font la guerre, les oratores, ceux qui prient, et les laboratores, ceux qui travaillent, avant d'aller faire un petit tour sur la Terra Incognitas, tout ce qui tourne autour du royaume de l'ogre. Allez, on y va. Alors les bellatores, ceux qui se battent, évidemment, dans Kaamelott, on a l'impression qu'ils passent 80% de leur temps d'abord à bouffer comme des porcs. Le gras, c'est la vie. Et après à se battre. Mais à se battre avec une astuce du réalisateur qui est assez géniale, puisque on voit toujours l'état-major inversé, et c'est à travers lui que l'on voit la bataille. On voit à aucun moment des mouvements de troupes ou des affrontements violents, virils, comme il pouvait y avoir à l'époque. Mais ces bellatores affrontent donc des peuples divers et variés. Il y a les Saxons. À ce moment-là, c'est à peu près au moitié du Ve siècle, les Saxons vont envahir l'île de Bretagne et vont repousser les Celtes vers l'Armorique, ce qui nous reviendra à la Bretagne que l'on connaît. Alors, les peuples qu'ils affrontent, il y en a des crétins les uns après les autres. Celui qui est assez amusant, c'est Attila. Oui, parce que la légende veut qu'Attila ce soit le guerrier viril turco-asiatique, les Huns. Bon, l'origine est un petit peu particulière, qui arrive, et la légende veut que son cheval, là où il passait, l'herbe ne repousse pas. Donc c'est quand même un type qui fait peur. Or là, il ressemble un petit peu à rien, cet Attila. Comme chose de typique. N'importe quoi qui est typique, sinon on casse tout. Ça pourrait être l'Attila qui vient de se prendre une grosse dérouillée. En 451, donc approximativement l'âge à laquelle se passe la série, eh bien Attila a affronté le dernier chef de la milice romaine des Gaules, Aetius. Aetius a dans ses armées des Goths, des Germains, il y a des Visigoths, il y a des Francs saliens, ceux qui vont faire la Gaule, la future France. Et cet affrontement, qui voit les derniers restes de l'Empire romain, c'est aussi l'affrontement d'une culture, la culture romano-germanique face à la culture asiatique, quoi. Mais les Huns d'Attila ont aussi dans leur rang des Germains. Il y a notamment les Burgondes, c'est évidemment très célèbre dans la série, mais aussi d'autres Francs, les Francs venus du Rhin. La bataille a lieu à Châlons, en Champagne, ça s'appelle comme ça, et Attila est repoussé. Il est repoussé de Gaulle et chassé. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait se dire que cet Attila qui débarque à Kaamelott, c'est un Attila un petit peu réduit en miettes. Dernière anecdote sur la bataille d'Aetius et Attila, c'est que Clovis, on va dire qu'est-ce qu'il vient faire là, Clovis a utilisé cette bataille pour asseoir sa légitimité. Il a dit que c'était son ancêtre Mérovée, et oui, c'est lui qui donnera le nom à la dynastie mérovingienne, la dynastie de Clovis. Que c'est donc Mérovée, à la tête de son armée franque, qui aurait chassé, poutré Attila hors de Gaule. C'est d'ailleurs le roman historique que l'on a raconté pendant des générations aux petits-enfants français. Allez, on continue l'aventure. L'autre versant de la vie des bellatores, donc de ceux qui se battent, c'est évidemment le rite initiatique du passage de l'enfance, de l'adolescence, à l'âge adulte et à la chevalerie. Alors les chevaliers, ce sont censés être des cavaliers. Dans Kaamelott, niveau cavalerie, c'est plutôt l'échec, quoi. Alors, si on ne compte pas Yvain et Gauvin qui s'enfuient devant un cheval, Perceval et Caradoc, eux,
ils perdent leur canasson, et Bohort, bien sûr, a peur de la guerre. Le rite qui m'intéresse, c'est celui de l'adoubement. Il y a un épisode assez génial où on voit l'adoubement de Perceval. Donc Perceval est un chevalier qui n'a jamais été adoubé, ce qui est un petit peu problématique. Bon, allez, que Dieu te fasse chevalier pour ton honneur et celui de ton lignage. Voilà, allez. Emballé, c'est pesé. Au départ, dans les premiers temps du Haut Moyen-Âge, ou du Bas Empire, cette période un petit peu charnière entre deux époques qui se mélangent, eh bien, le rite de l'adoubement, c'était un rite guerrier. C'est-à-dire que le seigneur donne de but en blanc les armes à son nouveau chevalier, il monte sur le cheval, hop, il va faire une prestation éclatante d'armes, et c'est ce qui fait qu'il devient chevalier. Et au fur et à mesure que les siècles passent, jusqu'à cette fameuse charnière du Xe, XIIe siècle, l'Église va mettre un petit peu la main sur ce rite qu'elle considérait trop violent et agressif, notamment en faisant la bénédiction des armes et de l'épée. Et ce fameux rite que tout le monde voit maintenant dans les films où le chevalier met l'épée sur les épaules de son vassal. Alors l'amour courtois, c'est assez intéressant parce que c'est le personnage de Lancelot vis-à-vis Guenièvre, qui est l'incarnation d'un mouvement qui s'est développé tout au fil du Moyen-Âge, qui a été compté par les troubadours et les trouvères, notamment du Midi, qui ont propagé la culture du Moyen-Âge. Et cet amour courtois, c'est celui du chevalier. Alors c'est il ne faut pas le dire. Le chevalier sert une dame, la dame de son seigneur, et va défendre ses couleurs dans les tournois. C'est aussi une occupation pour les hommes de guerre, comme ça, quand ils n'ont pas la guerre, ils défendent les couleurs, l'honneur de leur dame, voire la chasse, etc. Ce qui permet de les calmer, de les cadrer. La dame d'ailleurs dans le Moyen-Âge a un rôle très important. Elle sait lire, elle va donc éduquer les enfants et transmettre tout un tas d'arts pour l'éducation des futurs jeunes seigneurs. Les oratores, c'est ceux qui prient. Et alors le christianisme dans Camelot version Astier, et c'est assez génial parce que justement il a su assez bien utiliser tous les petits ressorts qui montrent le début de cette christianisation des Celtes. Vous avez pensé? Ah non, mais c'était pas mal, c'était pas mal. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de s'y habituer un peu, quoi. La première messe chrétienne de Camelot. Le petit regret qu'on pourrait avoir, c'est que normalement Arthuros, s'il est en effet romain romanisé, il aurait été également dû être christianisé. Visage qu'on n'a pas trop dans le 6e livre où on voit la jeunesse d'Arthuros à Rome. Le personnage qui est véritablement l'incarnation du christianisme dans la série, c'est le Père Blaise. Pourtant, il n'y a pas de moine. C'est un petit peu dommage parce que le monachisme, donc cet élan de création des monastères et donc d'une vie monastique, s'est déclenché à peu près à ce moment-là et ça aurait été un ressort intéressant. Il y a plusieurs vagues, d'abord qui viennent des ermites d'Orient, ensuite Saint Benoît qui a mis en place la règle des bénédictins, et notamment un moine, Corloman, j'ai un petit doute sur le nom, qui est un moine irlandais, qui a évangélisé toute cette période-là en partant de l'Irlande. D'autre part, le Père Blaise, quand même, est un peu l'incarnation de ce moine. Bon, il a la bure, il a la capuche, il écrit d'ailleurs comme dans des scriptoriums. Oui, c'est magnifique. Oui, il y a des taches, c'est tout barré. J'ai tellement raturé que j'ai transpercé le papier. C'est immonde. On dirait que j'ai lavé par terre avec, mais c'est fait. L'autre personnage important, c'est le personnage de l'évêque. À Camelot, il n'y a pas d'évêque. Il y a un épisode assez sympa où le Père Blaise a failli être promu cardinal, je crois, et même il veut devenir pape. Il dit qu'il sera très modeste et qu'il n'oubliera pas Camelot. Ça aurait été pas mal d'ailleurs de le promouvoir évêque, d'autant plus que je crois que c'est à peu près la même séquence. Le pape demande à Camelot de faire construire une cathédrale. Alors un petit mot sur la fonction d'évêque. À la frontière du bas empire et du haut Moyen-Âge, au moment où l'empire s'écroule, l'évêque dans les villes est la dernière fonction politique de l'empire romain. Il y a pas mal d'ailleurs de récits qui montrent que l'évêque est allé négocier les clés de la ville avec les troupes barbares, donc c'était le dernier rempart. Et tout au fil du Moyen-Âge, la querelle des investitures entre les rois et le pape, ça sera justement de savoir qui c'est qui doit nommer les évêques. Le pape ou le roi, justement parce que c'est un pouvoir politique.
Les laboratores, c'est ceux qui travaillent. Alors dans Kaamelott, ceux qui travaillent, c'est Guetnok et Ropars, qui sont les deux incarnations des paysans. Sauf qu'au Moyen-Âge, il y a deux versants de la paysannerie, ce qu'on appelle les vilains. Donc Ropars et Guetno, ce sont des paysans libres qui cultivent les terres du seigneur, qui paient leurs droits banaux, les banalités, c'est-à-dire qui paient les droits pour aller au four, pour aller au moulin banal, le moulin du seigneur. Mais ils sont libres. Or, il y a une autre catégorie, la catégorie des serfs. Alors non pas que l'esclavage n'est pas montré dans Kaamelott, mais le servage c'est un peu particulier, puisque les serfs ce sont des esclaves qui sont attachés à la terre. Au Moyen-Âge, ils sont donc la propriété du seigneur, mais surtout de la terre qu'ils cultivent et qu'ils travaillent. Ils ne peuvent pas se marier sans l'aval de leur seigneur, mais leur seigneur ne peut pas les expulser de la terre. Ben oui, ils sont enchaînés à cette terre-là. Le servage va un petit peu disparaître tout au fil du Haut Moyen-Âge et au XIIe siècle, avec l'Église qui a de plus en plus forte, elle va mettre en place la fin de cet esclavage-là. Par contre, il y a bon nombre d'agriculteurs qui vont progressivement être en dépendance économique de leur seigneur. Alors certes, le servage s'arrête, mais ils vont devenir dépendants pour d'autres raisons, et notamment avec les nouveaux impôts qui vont être mis en place, la taille et ainsi de suite. Les laboratores aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le Moyen-Âge? Ils ont coupé tous les arbres. C'est à eux qu'on doit la fin progressive de ce fameux océan vert qui recouvrait la moitié de l'Europe. Les défrichages de la forêt a permis l'avancée des champs et donc des cultures. Mais la forêt, c'était pas non plus un lieu si mauvais, parce que quand les pillards attaquaient les villages et les champs, les agriculteurs, où est-ce qu'ils allaient se réfugier? Dans la forêt, comme ça ils étaient protégés. Pour conclure cette vidéo consacrée à Kaamelott, on va partir en terra incognita. Bon, la terra incognita, c'est ce qu'on ne connaît pas. Mais c'était pour regrouper un petit peu tout ce qui est autour du royaume de l'Ogre. Première chose, le duc d'Aquitaine, incarné par Alain Chabat à l'écran, est censé être le seigneur le plus puissant du monde connu. Oui, parce que selon la période à laquelle on se place, le roi d'Aquitaine, c'est un roi d'abord, et c'est les Visigoths. Les Visigoths, c'est un royaume extraordinaire, c'est un des plus puissants de l'Occident. Selon comment on se place. Si effectivement c'est le duc d'Aquitaine, c'est l'Aquitaine, donc c'est une des provinces de Clovis, puisque Clovis va être le chef franc qui va battre les Visigoths, renverser leur royaume et récupérer les terres qui sont du côté des Pyrénées. L'autre personnage qui est manquant un petit peu à l'écran, c'est Justinien. Ah, ça pose quelques soucis, parce qu'on nous parle de Justinien quand Arthur invite à sa table le Dux Bellorum byzantin, qui est censé être un chef de guerre de l'empereur Justinien. Or Justinien, c'est le VIe siècle. Le siècle suivant. Et Justinien a été capital et crucial parce que c'est le dernier grand chef de file de la puissance romaine, quoi. Justinien, il va réussir à conquérir une partie de l'ancien empire d'Occident. Il va mettre en place un code juridique, le code justinien, et rénover toute une partie de son administration. Dernier personnage qui est un grand absent de Kaamelott et qui aurait pu être intéressant à mettre en place, même s'il apparaît sur la fin de cette période-là, c'est Clovis. Ah bah oui, Clovis et les Francs, ça aurait été pas mal de le voir apparaître, puisque Clovis va conquérir toute la partie du royaume de l'Ogre qui est censé être sur le continent, que ce soit l'Aquitaine, et que ce soit les peuples celtes qui vont aussi être touchés par cette implication franque. Si cette vidéo vous a plu, vous agitez le pouce, vous commentez, vous partagez, n'hésitez pas du tout, et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures historiques.